Bonjour, vous êtes sur Décideur TV, c'est Lex Inside, votre rendez-vous consacré à l'actualité juridique et à l'actualité du monde du droit. Au programme de ce numéro, on va parler responsabilité du fait des produits, on parlera également espace européen des données de santé et enfin du nouveau règlement applicable aux accords verticaux. On va débuter tout de suite cette émission en parlant responsabilité du fait des produits avec mon invité Charlotte Bayot, associée chez Cale Gates. Charlotte, bonjour. Bonjour Arnaud, merci beaucoup de votre invitation. Alors, quel est le régime applicable en matière de responsabilité du fait des produits ? La responsabilité du fait des produits se définit comme l'obligation pour le fabricant d'un produit qui ne présente pas la sécurité à laquelle on pourrait légitimement s'attendre à indemniser le dommage causé par ce produit. C'est une responsabilité définie par le Code civil et pour la victime, c'est ce qu'on appelle une responsabilité de plein droit, c'est-à-dire qu'elle n'a pas besoin de prouver la faute du fabricant du produit défectueux. Il lui suffit de prouver le dommage qu'elle a subi, le défaut du produit et le lien de causalité entre son dommage et le défaut de ce produit. La victime peut se faire indemniser son dommage corporel comme un dommage à ses biens lorsqu'elle est d'une valeur supérieure à 500 €. Pour la victime, c'est une responsabilité qui s'insère dans un double délai, donc il faut faire attention. À partir du moment où le produit est mis sur le marché par le fabricant, s'ouvre une période de 10 ans et la victime doit agir dans ce délai de 10 ans. Et dans ce délai de 10 ans, elle doit agir dans les 3 ans à partir du jour où elle a eu connaissance ou aurait dû avoir eu connaissance du dommage et du produit défectueux qui lui a causé ce dommage. Donc pour la victime, c'est une responsabilité qui est relativement aisée devant les tribunaux. La victime, être un professionnel ou un consommateur. Mais lorsqu'on est consommateur, c'est peut-être un petit peu plus effrayant d'agir devant les tribunaux français. Et donc le législateur a souhaité davantage protéger les consommateurs en donnant un rôle accru à certaines autorités compétentes en la matière. Et pour vous donner un ordre d'idée, en France, aujourd'hui, on a à peu près 5600 rappels de produits par an. 80% de ces 5600 produits sont des produits du secteur alimentaire, 10% du secteur automobile et à peu près 3% pour tout ce qui est produit à destination des enfants. Donc quand même une amplitude assez importante. C'est important. Tout à Alors fait. justement, il y a eu des affaires récemment dans la grande distribution. Quid de la responsabilité du vendeur, du fabricant ? Comment ça se passe concrètement, la mise en place de ce principe ? Alors, effectivement, on a tous en tête malheureusement les affaires Kinder et Buitoni. Si le consommateur agit directement contre le fabricant, à ce moment-là, il agit justement contre le fabricant du produit. Ça peut être le fabricant du produit fini ou d'une partie de ce produit fini. Si vous prenez l'exemple d'un vélo électrique, la victime pourra agir contre le fabricant de son vélo électrique, mais aussi contre le fabricant, par exemple, de la batterie seulement de ce vélo électrique. Maintenant, si on revient sur le droit de la consommation et les obligations qui sont maintenant dans le Code de la consommation, il y a une obligation de conformité et une obligation de sécurité pour les producteurs fabricants. Et à ce moment-là, ce sont tous les maillons de la chaîne qui peuvent voir leur responsabilité engagée, puisqu'en fait, c'est la personne qui, pour la première fois, met le produit sur le marché. Donc ça peut être le fabricant s'il est dans l'Union européenne, mais si le produit a été fabriqué en dehors de l'Union européenne, ça peut être le importateur ou encore le distributeur. Et c'est pour ça qu'il est très important d'être prêt en matière de rappel de produits. Donc moi, je dis toujours aux entreprises, attention, c'est un peu comme la lutte anti-incendie où on a un protocole défini. Là, c'est pareil. C'est important d'avoir un guide pratique en interne avec une équipe dédiée, des rôles définis pour chacun des intervenants et puis bien sûr avoir un plan de communication prêt de manière à être dans la transparence la plus totale vis-à-vis des consommateurs et des autorités compétentes. Alors si on se place du point de vue maintenant des consommateurs, quelles démarches doivent-ils effectuer, eux, pour mettre en cause la responsabilité quand il y a eu un problème sur un produit ? Donc on a évoqué les affaires récentes, Kinder, Buitoni. Et est-ce qu'il y a des actions de groupe, par exemple, qui peuvent être intentées ? Alors, malheureusement, en France, l'action de groupe a peu de succès depuis qu'elle a été instituée en 2014. Il y a à peu près une vingtaine d'actions seulement qui ont été mises en place. Vraisemblablement parce que l'action de groupe nécessite finalement l'intervention d'une association agréée et en plus, elle ne permet que la réparation du préjudice économique subi par les victimes. Alors que la victime peut avoir en plus un préjudice corporel, voire un préjudice moral. Donc, le consommateur a plusieurs options. Il peut soit intenter une action civile, donc en responsabilité du fait des produits dont on parlait tout à l'heure, mais ça peut éventuellement
éventuellement l'effrayer. Il peut aussi tenter l'action pénale avec éventuellement la mise en danger d'autrui ou une blessure involontaire. Et puis surtout, ce qu'il peut faire, c'est se rapprocher du service client du fabricant de manière à l'avertir, et à ce moment-là, le fabricant prendra les mesures adéquates en fonction du produit défectueux. Et puis bien sûr, il peut se rapprocher des autorités compétentes. En France, on a diverses autorités selon le type de produit. Si c'est un produit non alimentaire, à ce moment-là, on se tourne vers la DGCCRF ou éventuellement la direction de protection des populations, la direction départementale. Si c'est un produit alimentaire, on a la direction générale de l'alimentation. Et puis en matière automobile, on a la direction générale de l'énergie et du climat. Au niveau européen, on a également des institutions. Il y a le système SafetyGate pour tout ce qui est non alimentaire et un système qui s'appelle Rapid Alert System for Food and Feed pour tout ce qui est alimentaire. Et puis enfin, il y a des sites internet. Il y a notamment le site mis en place par le gouvernement en 2021 qui s'appelle le site Rappel Conso. Et bien sûr, il faut que les consommateurs essayent de prévenir plutôt que guérir, donc se tiennent informés des rappels en cours, soit à travers ce site internet, soit à travers le site de la DGCCRF, ou tout simplement par les voies d'affichage qui sont dans les magasins ou sur les sites internet des distributeurs. On va conclure là-dessus. Merci pour votre éclairage. Merci beaucoup. Vous êtes toujours sur Décideur TV dans Lex Inside, vers un espace européen des données de santé. On en parle tout de suite avec mon invité, Jérôme Déroulé, fondateur du cabinet Déroulé. Jérôme, bonjour. Bonjour Arnaud. Alors le 3 mai dernier, la Commission européenne a présenté un projet de mise en commun des données de santé entre tous les États de l'Union. Oui. Quel est l'objectif de ce projet ? Alors, il y a 4 objectifs principaux. Le premier, c'est d'abord ne pas oublier qu'on est dans un contexte lié au Covid, avec la nécessité d'une réponse européenne à un certain nombre de questions. Il y a un second élément qui est un vrai besoin d'interopérabilité, trouver plus d'interopérabilité entre les systèmes de santé européens. Je dirais un troisième point qui est lié à l'explosion de tout ce qui concerne la santé digitale, santé numérique. On a de plus en plus de données de santé, quels que soient les contextes, et donc avec un besoin d'encadrement. Et le dernier point aussi, c'est que on est sur un règlement qui repose sur 2 bases juridiques, et notamment sur une base juridique protection des données. Et on retrouve bien cet objectif de protection des données, et notamment protection des données de santé, des données sensibles, avec un vrai besoin de protection aujourd'hui à l'échelle européenne. Concrètement, que contient cette proposition ? Alors, la Commission européenne a fixé 3 objectifs principaux. Il y a un premier objectif qui est vraiment donner le contrôle aux personnes sur leurs données. On a cette notion d'empowerment qu'on retrouve souvent, en tout cas qui traverse toute la proposition. Il y a un second objectif qui est celui de libérer l'économie de la donnée, et notamment l'économie de la donnée de santé. Alors, c'est pas seulement cette proposition de règlement, c'est aussi d'autres propositions, mais il y a un vrai, voilà, exactement, un vrai mouvement politique dans ce sens. Et il y a un dernier point qui est vraiment de mettre en place des règles spécifiques pour permettre d'avoir accès, d'utiliser ces données et puis de créer un socle de dispositions minimales dans toute l'Europe applicables pour ces données. Vous avez évoqué l'accès aux données. Qui pourrait y accéder ? Alors, la proposition de règlement est organisée, je dirais, dans 2 directions, et notamment qui concerne d'abord, je dirais, l'accès primaire aux données, c'est-à-dire quand est-ce que des médecins, des professionnels de santé vont pouvoir avoir accès à tout ce qui concerne des diagnostics, des examens, etc. Alors, on avait déjà une première directive européenne qui avait posé les premiers jalons. Aujourd'hui, l'objectif, c'est d'approfondir et d'encadrer, parce qu'à partir du moment où on va avoir accès à des données nominatives, etc., il faut mettre en place des règles spécifiques. Il faut des garanties. Exactement. Et ensuite, il y a ce qui concerne l'accès secondaire, c'est-à-dire que on va permettre un accès à des données qui seront plus forcément des données personnelles ou des données identifiantes, mais on va permettre l'accès à ces données pour des fins de recherche, pour permettre à des industriels d'innover, pour faciliter certains diagnostics, etc. Et là encore, on a des dispositions spécifiques. On va avoir des autorités nationales qui devront être désignées avec un contrôle européen, justement pour décider qui pourra avoir accès à ces données et selon quelle finalité. Là encore, ce n'est pas open bar, si vous me passez l'expression, mais il faudra véritablement répondre à ces finalités et apporter un certain nombre de garanties, par exemple pour identifier les personnes qui vont avoir accès aux données. Vous évoquez les garanties, les données de santé sont extrêmement sensibles. Comment peut-on protéger l'accès à ces données ?
Alors, c'est une vraie question et c'est en tout cas un des enjeux de cette proposition de règlement. Comme je le disais tout à l'heure, il repose sur une base juridique, article 16 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, donc cette base juridique en matière de protection des données. La Commission européenne a utilisé intelligemment cette base juridique pour faire cette proposition, puisque ses compétences sont limitées en matière de santé. Et sur la question des garanties, tout au long de la proposition, la Commission souligne, répète, d'abord que les personnes doivent pouvoir voir leurs droits correctement mis en place, etc. C'est-à-dire qu'en tant que personne, vos données, vous communiquez vos données, vous donnez accès à vos données, vous devez bénéficier d'un niveau d'information suffisant, d'une information transparente, etc. On rejoint les impératifs du RGPD. Et par ailleurs, en tant qu'industriel, vous avez accès à des données, vous devrez expliquer, vous justifier, dans certains cas, pourquoi pas recourir à des procédures de label, par exemple. On va conclure là-dessus. Merci d'être venu sur notre plateau. Je vous en prie, merci beaucoup Arnaud. Vous êtes toujours sur Décideur TV. Dans Lex Inside, on va parler du nouveau règlement en matière d'accords verticaux adopté par la Commission européenne avec mon invité Julie Catala-Marty, associée chez BCLP. Julie, bonjour. Bonjour Arnaud, merci de me recevoir. Alors, que comporte ce nouveau règlement? Quelles sont les lacunes d'abord qui concernaient l'ancien règlement et pourquoi avoir adopté un nouveau règlement? Écoutez, le règlement n'avait pas été modifié depuis son adoption, depuis 2010, et c'est un règlement important en droit de la concurrence. Il est important parce qu'il concerne les accords verticaux, tous les accords verticaux, c'est-à-dire les accords de fourniture et les accords de distribution, et donc il intéresse toutes les entreprises. Alors pourquoi le modifier? Eh bien pour deux raisons principales. D'abord, il fallait tenir compte de l'évolution de la pratique décisionnelle et de la jurisprudence depuis 2010, une jurisprudence riche qu'il fallait intégrer, et puis tenir compte des évolutions du marché. Et les évolutions du marché, elles sont liées principalement à l'essor du commerce électronique, aux ventes en ligne, à l'apparition de nouveaux acteurs comme les plateformes type Amazon, Zalando. Voilà. Alors je vais vous donner peut-être deux exemples concrets pour que vous puissiez mesurer pourquoi il fallait réviser ce règlement de 2010. Alors l'essor du commerce en ligne, ça a favorisé l'émergence de nouveaux modes de distribution. Premier exemple, c'est la distribution duale, les systèmes de distribution duale. Alors qu'est-ce que c'est? C'est lorsqu'un fournisseur va faire le choix de vendre ses produits directement au consommateur final et dans le même temps, de passer par d'autres distributeurs indépendants qui vont aussi vendre les produits. Alors la distribution duale, ça n'était pas visé par le règlement de 2010 et ça pose des questions en droit de la concurrence. Les questions, c'est par exemple, est-ce qu'on peut pratiquer les mêmes prix selon que l'on vend directement au consommateur ou selon que l'on vend à un distributeur final? Et comment est-ce qu'on gère les échanges d'informations? Eh bien, le nouveau règlement aborde ces sujets-là. L'autre point, c'est que le commerce en ligne, ça a bouleversé en quelque sorte le mode de fonctionnement de certains réseaux de distribution, que ce soit la distribution sélective ou exclusive. Et donc, le commerce en ligne, ça pose la question de comment protéger ces réseaux-là. Et le nouveau règlement apporte certains éléments de réponse. Alors, vous venez d'aborder plein d'aspects de ce nouveau règlement. Quelles sont les nouveautés qui ont été introduites ? Alors avant de vous parler des nouveautés, si vous voulez bien, je vais juste vous dire en deux mots ce qui ne change pas parce que c'est important. C'est la mécanique même du règlement qui ne change pas. Le règlement de 2010 prévoyait les conditions dans lesquelles un accord vertical ne soulève pas de difficultés en droit de la concurrence. Il définissait ce qu'on appelle une zone de sécurité. Donc une entreprise qui veut mettre en œuvre un accord de distribution, elle doit apprécier si son accord relève de la zone de sécurité. Si c'est le cas, elle peut le mettre en œuvre sans difficulté. Si ce n'est pas le cas, ça ne veut pas dire que l'accord est interdit, mais il faut mener une analyse plus fine, une analyse individuelle de l'accord. Alors, cette mécanique, elle est conservée par le nouveau règlement. Ce qui change, c'est les contours. Les contours de la zone de sécurité ont évolué pour tenir compte, comme je vous l'ai dit, de l'évolution du marché. Alors, dans cette zone de sécurité, eh bien, la Commission considère aujourd'hui qu'il y a certains types de restrictions de concurrence qui ne peuvent pas relever de la zone de sécurité. Ce sont des restrictions qui ne vont pas être exemptées de manière automatique, donc l'entreprise qui veut les mettre en œuvre doit être vigilante. Alors je vous donne deux exemples, ça va concerner certains aspects de la double distribution dont je vous parlais tout à l'heure, et puis certains types d'obligations de parité.
Et à l'inverse, la Commission nous dit que désormais, il y a des restrictions qui entrent dans la zone de sécurité et donc qui peuvent être mises en œuvre sans que cela ne soulève de problèmes. Alors ça va être le cas de certains types de restrictions liées aux ventes actives. Les ventes actives, ce sont les restrictions aux ventes actives, ce sont les restrictions à la capacité d'un acheteur de s'adresser activement à une clientèle déterminée. Le règlement vise aussi certaines restrictions aux ventes en ligne qui peuvent désormais bénéficier de cette zone de sécurité. 2 exemples peut-être, parce que ce règlement est très, très technique. La possibilité de facturer au même distributeur des prix de gros différents selon que le distributeur vend en ligne ou hors ligne. Et puis, une autre nouveauté qui est intéressante, qui concerne cette fois les réseaux de distribution sélective, c'est que la tête de réseau n'est plus obligée d'adopter des critères de sélection équivalents selon que ces distributeurs vendent en ligne ou hors ligne. C'est une des nouveautés de ce règlement. Alors, on connaît mieux maintenant le champ d'application de ce nouveau règlement ainsi que les contours de ce règlement. Que pensez-vous de ce texte ? Écoutez, c'est un texte qui était attendu déjà. C'est un texte qui est globalement favorable aux têtes de réseaux de distribution, qui leur donne plus de flexibilité dans l'organisation de leur réseau. C'est un texte qui va clarifier certaines notions, donc c'est appréciable. C'est un texte qui ne tranche pas tous les points. En revanche, donc je vais vous donner un exemple, c'est sur la notion de prix imposé. La notion de prix imposé, traditionnellement, en droit de la concurrence, on considère que c'est interdit. C'est une pratique nocive. On sait néanmoins qu'en pratique, parfois, des prix imposés n'ont pas d'effet anticoncurrentiel. Et on peut regretter que la Commission, sur ce point-là, n'ait pas adopté une approche pragmatique et s'en tienne à sa position habituelle. Mais quoi qu'il en soit, je crois que c'est la mise en œuvre effective de ce règlement qu'il va falloir surveiller, puisque forcément, ça va donner lieu à des questions d'interprétation. Eh bien, on va surveiller tout ça de très près. Merci pour votre éclairage. Merci beaucoup. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité. Je vous retrouve très bientôt pour un nouveau numéro de Lex Insight sur Décideur TV.